Bonjour Cécile, merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Mais de rien, avec pour plaisir. Nous parler en plus de mime original. Avant qu'on commence cette interview, on va parler dans un premier temps de toi en tant que comédienne, ensuite de toi en tant que formatrice plutôt. Mais avant qu'on démarre, est-ce que tu peux nous rappeler toi comment tu as commencé et comment tu en es arrivée au mime? Un peu par hasard. Non, au départ, je faisais du théâtre avec du texte dedans et pas beaucoup de corps. Et j'ai passé pas mal de concours pour différentes écoles d'un enseignement un peu plus poussé en théâtre. J'en ai eu certaines et je sais pas comment, pourquoi, je me suis inscrite à l'école du mime Marceau. C'est vraiment un hasard. Mais tu avais quel âge? J'avais 20 ans. 20 ans, voilà. Moi, je connaissais rien au mime, vraiment. C'était vraiment quand j'ai par hasard. Et je suis arrivée là, j'ai fait l'audition. Je me suis dit, oh, je me sens bien ici. Ce serait cool qu'ils me gardent. Ils me gardaient. Et pour le coup, là, ça a été à ce moment-là une révélation quand l'enseignement a commencé. Et je me suis rendu compte que oui, j'étais au bon endroit. C'est drôle. Et qu'est-ce que c'est que la technique Decroux? Alors, Decroux, Étienne Decroux, c'était le maître de Marceau. C'est-à-dire que Marceau a été élève d'Étienne Decroux. Et Decroux a réintroduit le travail de mime, enfin, Lecoq aussi, mais c'était deux visions du mime et du travail de l'acteur corporel. Et donc Étienne Decroux a fait vraiment un travail de recherche très poussé sur son questionnement, parce que c'est toujours très subjectif, son questionnement du mime corporel. Et Marcel Marceau a été son élève, et après a pris son propre chemin et a fait sa propre version du mime. Voilà. Et il y a une particularité quand on... À la technique Decroux? Ouais. Oui, c'est très particulier. Déjà, c'est très particulier parce que quand on regarde les vidéos, ils ont tous un foulard sur le visage et ils sont tous en slip. Ça, c'est assez particulier. Déjà. Non, mais si, ça veut bien dire aussi parce que c'était vraiment une recherche sur le mouvement. C'était pas forcément une recherche... Autant Marceau, il a quelque chose de très expressif dans le visage. C'est pas du tout la même esthétique. Autant Decroux, c'est une recherche vraiment aussi dramaturgique, mais vraiment d'une épuration du mouvement, de qu'est-ce que raconte le mouvement pour le mouvement et pas forcément aussi... Par exemple, il dit que les mains sont bavardes, il se méfie de toutes les expressions du visage. C'est vraiment voilà, un langage épuré du mouvement. Donc, ce qui fait qu'il y a un travail voilà, sur le poids, qui après a été repris par Marceau, mais sur la segmentation corporelle, qui maintenant intéresse beaucoup les danseurs contemporains. Donc, la technique Decroux vit comme une nouvelle jeunesse. Avec la danse actuelle. Mais donc tu le disais, avant de t'intéresser au mime, tu as été comédienne dans une école de théâtre? Dans un cours parisien. Donc on peut parler de toi en tant que comédienne? Parce que je me rends pas compte, le mime, on peut parler de toi... Les mimes, on se différenciait par exemple à l'école des comédiens avec texte. Quelque part, c'est des comédiens sans texte. Mais si tu enlèves le texte à un comédien, il devient mime presque. C'est le fait de ne pas parler. Parce qu'il y a même beaucoup de mimes qui sonorisent. Donc c'est vraiment le fait de ne pas avoir de texte audible, de texte sonore, verbal, qui le différencie. Et aujourd'hui, tu mélanges pas les deux? Si. Ah si, voilà, ah, ouais. Ok. Et donc tu joues des pièces où on te voit autant avec du texte que... Alors actuellement, j'ai un monologue que je joue dans la région d'Angers. Et effectivement, c'est un solo avec un texte, puisque je travaille avec l'auteur qui est présente. Et donc il y a tout un texte, et en même temps, dessus, il y a tout un corps. Donc quels sont les moments où le corps se concentre et réduit sa gestualité pour se mettre vraiment au service du texte? À quel moment le texte est en suspens? Il y a des silences, et puis on habite l'espace avec le corps. Et il y a des moments de mime pur. Voilà, c'est pas la majorité, mais voilà, oui, j'allie ça et c'est super intéressant, moi, pour moi, vraiment, de le mélanger et les retours du public aussi, parce que ça ouvre la palette, ça fait un mariage très très heureux et les gens en sont ravis. Et tu peux définir un style de jeu? Je me suis jamais posé la question. Non, mais... Est-ce que toi, tu as des professeurs qui sont référents? Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai été élève du mime Marceau. Donc il m'a transmis des choses assez fondamentales, même si je n'adhère pas à tout à 100%. J'ai assez vite pris du recul, j'ai aucune envie de faire du Marceau. Marcel Marceau, pour moi, c'est pas forcément un pédagogue hors pair, mais c'était un artiste, vraiment un animal de scène incroyable. Et donc c'est ça qu'il a transmis.
et cet instinct de la scène. Et donc, à la fois, voilà, ça, nous, quand on le voyait faire, c'était très fort, c'était un vrai apprentissage. Et aussi, quand il regardait nos créations, parce on devait présenter nos numéros, créer, etc., toujours, il était très attentif au fait d'être touché. Il disait, vous devez toucher le public. Donc, quelque part, peu importe ce que tu faisais, que ce soit abstrait, que ce soit bien fait ou pas et tout, il fallait que quelque chose passe, que le public soit touché. Et donc ça, c'était vraiment, quelque part, le compliment, c'était « vous m'avez touché ». Et okay. Donc ça, tu vois, c'est un enseignement, ça paraît un peu abstrait comme enseignement, mais bah, c'est valable sur tout, quoi. C'est-à-dire que moi, quand je fais travailler certains élèves, je m'attache à ça. Et puis moi, en tant que comédienne, je me pose cette question, comment ça passe, quoi. Je fais pas mon délire dans mon coin. Je fais aussi mon délire, mais il faut que le délire, il se partage, parce que sinon, ça sert à rien de faire venir un public. Et dans ton apprentissage, tu as un joli souvenir qui te revient un peu spontanément à l'esprit, que tu as envie de nous raconter? Quand moi j'étais élève? Quand tu étais élève? Bah oui, c'était avec Marceau. On travaillait avec lui sur une vraie scène, un vrai plateau de théâtre. Et donc on était tous dans le fond du théâtre. Et puis il nous parlait. Et puis d'un moment, il nous disait bon, regardez. Et puis on était comme ça. Et là, il se tournait vers le public qui n'était pas là. Et donc nous, on était dans son dos et on ne voyait rien. Il fallait qu'on fasse tout le tour pour venir le voir. L'idée qu'il fallait qu'on le regarde et qu'il d'un coup, il nous tourne le dos, ça voulait bien dire aussi que, voilà, lui, c'était le public, quoi. C'est-à-dire que quand il se mettait à faire, il se tournait vers le public et voilà, il y avait tout qui commençait. Et donc, on se tournait pour venir le voir. Et à ce moment-là, ce qui était dingue, c'était Marcel Marceau avait les yeux bleus transparents. Et quand il se mettait à jouer, il avait les yeux qui devenaient noirs. C'était impressionnant. C'est vraiment quelque chose qui s'allumait comme ça. Et donc, non, regardez. Parce que ça c'était un truc fort qui m'est vraiment resté. C'est-à-dire longtemps, enfin, c'est quelque chose qui continue à me questionner, un enseignement qui perdure, de me dire un truc qui s'allume. Ouais. Tu vois, vraiment, ça marche. Il se tourne et il y a quelque chose qui s'allume. Et tu pourrais, je peux me permettre de te demander si tu peux nous jouer quelque chose en mime, là? Alors, improviser. Alors en mime, il y a les grands classiques. Alors, le grand classique, c'est le mur, hein, ça on l'a vu en plein. On a tout ce qui est, en général, tout ce qui est manipulation de l'invisible, c'est vraiment ce qu'on connaît du mime. Donc effectivement, tu prends ta tasse, tu verses, tu prends ta petite cuillère, voilà, un petit gâteau. Voilà, Et après, ce qu'on connaît parfois moins, et qui pourtant est très important et très utile à l'acteur de manière générale, c'est le travail justement de statuaire, c'est-à-dire le fait de changer son corps, pas uniquement ce qu'il y a autour, mais changer son corps. C'est-à-dire, par exemple, si effectivement je me change un peu comme ça, et je te donne une autre, voilà, qu'on incarne, voilà. Ouais. Alors ça, on dira n'importe quel acteur le travail, tu vois. Mais en mime, on a des techniques qui permettent effectivement de rendre le corps disponible, de mieux ouvrir les différents potentiels du corps pour pouvoir après s'adapter et construire ce qu'on veut. Ce qui est hyper utile, y compris pour les acteurs à texte verbal, quoi, enfin sonore. Alors Cécile, est-ce que tu mets des cours sur la plateforme Viviarto? Tu proposes des ateliers aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous en parler plus précisément, en quoi ils consistent? Il y a mes stages et il y a les cours du vendredi soir. Ces cours-là, c'est des cours que moi je propose effectivement avec ma structure. C'est pas une réponse à une école, parce que ça m'arrive aussi effectivement de travailler au service d'une école, au service d'une troupe d'improvisation, etc. Là, c'est ma propre proposition. Donc les gens qui viennent ne se connaissent pas forcément et viennent d'horizons divers. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet aux gens de se rencontrer aussi, de confronter différentes habitudes de pratiques corporelles, différents imaginaires, etc. Donc ça, c'est intéressant. Que ce soit les stages ou les cours, travaillent vraiment sur la technique de mime, plutôt orienté Marceau, enfin la technique Marceau, c'est-à-dire que c'est comme moi l'enseignement principal que j'ai reçu. Évidemment, j'explique tout ce qui vient de la technique de Crew, qui a été repris par Marceau et dont on a besoin. Donc ce que je dis, tu vois, la segmentation corporelle, etc., ça je le reprends. Mais pourquoi la technique Marceau? Parce que dans le public qui vient, dans les demandes que j'ai, c'est ce dont les gens ont besoin le plus. C'est-à-dire qu'actuellement,
sur la scène, quand j'ai des gens qui font de l'improvisation, des gens qui font de la marionnette, des gens qui font du conte, des gens qui font du clown, des gens qui font du one-man show, des gens qui font tout simplement du théâtre, souvent le premier truc dont ils ont besoin, c'est effectivement la manipulation de l'invisible et la sculpture corporelle, donc les choses dont je parlais tout à l'heure. Après, le travail n'est pas le même quand c'est un stage et quand c'est des cours réguliers, tout simplement parce que le stage c'est une fois, voilà. Donc c'est une immersion, c'est une découverte, c'est intensif. Est-ce que c'est pluridisciplinaire ces enseignements, est-ce qu'ils sont pluridisciplinaires? Parce que moi j'ai vu que tu enseignais aussi, ou tu te formais du moins à la marionnette. J'ai vu ça. Alors la pratique du buto, mot totalement inconnu dans mon vocabulaire, et puis au clown. Alors ça c'est des choses que tu apprends toi et que tu retransmets, ou pour l'instant c'est juste pour toi? Alors c'est quelque chose que je travaille moi en tant qu'artiste dans ma curiosité, que je retransmets vraiment à la demande. C'est-à-dire que moi mon diplôme officiel c'est mime, quand on me sollicite c'est en tant que mime, donc je transmets ça. Après, selon les situations, selon les demandes, il m'arrive de proposer effectivement d'autres disciplines que j'ai pu traverser en disant « Ouh là là, moi c'est des choses que j'ai étudiées, mais je suis pas maître buto. Par exemple, dans mes cours du vendredi soir ou dans mes stages, je fais pas faire de marionnette ou je fais pas faire de buto. Ça, c'est des choses que je propose à côté. » Voilà. Mais oui, m'est arrivé d'en proposer, par exemple le buto, qui est une danse japonaise, qui est née après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Le buto, j'en ai fait après l'école de mime, avec Gyo Izetsu, qui est un danseur de buto, qui lui aussi, avant, avait été mime. C'est assez drôle. Ah oui. Et pour le coup, en tout cas, quand je l'ai travaillé avec Gyo Izetsu, lui, c'est un buto qui n'a pas de forme préétablie. Donc, on n'apprend pas de chorégraphie, Je sais que pour certains danseurs de buto, il y a des codes, vraiment des codes de gestes et de formes corporelles. Chez Gyo Izetsu, non, et justement, c'est une recherche du corps en mouvement, en improvisation dansée, au sens très large de danse, puisque c'est pas codé et chorégraphié. Et que ces ateliers, ce qu'il appelle des ateliers de recherche en danse, pour moi, ont été très intéressants parce qu'ils sont venus vraiment mettre l'autre face de la pièce du corps de mime. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté le corps du mime formel, c'est-à-dire travailler sur l'extérieur, donner une forme, donner à voir quelque chose. Et le buto est venu travailler de l'autre côté, c'est-à-dire comment est-ce qu'on habite de l'intérieur, comment est-ce qu'on peut aussi libérer le mouvement, éclater. Enfin, voilà, donc c'est devenu très complémentaire. C'est pour ça que parfois aussi je le propose à certaines occasions comme une complémentarité. Et tu proposes aussi des cours particuliers, des cours à la carte? Des cours particuliers, oui, c'est très récent. J'accepte de faire ça. C'est vraiment au cas par cas. C'est ça. En fait, ça dépend. Les cours particuliers doivent être associés à un projet. C'est-à-dire que je ne donne pas des cours particuliers dans le vide. Ça ne sert à rien. Dans ces cas-là, on vient à mes cours. Voilà. Les cours particuliers doivent vraiment être pour un projet. Est-ce qu'il y a des thèmes que tu aimes aborder dans mes cours? Ouais. Là, comme ça, le premier qui me vient, c'est un thème qui a aussi beaucoup intéressé les élèves, justement sur la statuaire, c'est-à-dire le fait de sculpter le corps. C'est la question du corps opposé. Alors pour le coup, c'est un questionnement que j'avais travaillé avec Gyo Izetsu en buto, c'est-à-dire danser le corps du genre opposé. Quand on est un homme, danser le corps de la femme, et quand on est une femme, danser le corre de l'homme. Après, je me suis re-questionnée sur ce thème en mime, c'est-à-dire, évidemment, tu peux aller dans la caricature. Je me sais que je m'étais posé cette question parce que j'avais fait travailler David Azincote, qui est un humoriste, qui a fait un one-man show, et justement, il avait des personnages féminins. Donc, on a travaillé là-dessus. Et après, je m'étais posé la question de comment on le retravaille, mais moins caricatural. Et donc, voilà, quels sont les éléments un peu typiques, voilà, même si on ne peut pas faire de généralité, de grande manière, mais qu'est-ce qui correspond plus à la construction d'un corps genré masculin et genré féminin, et qu'est-ce qui fait que, voilà, quand un corps d'homme a des codes du genre féminin, qu'est-ce que ça change, voilà. Et ça, c'est très intéressant, par exemple. Et est-ce que tu as des pédagogies différentes? Parce que déjà, tu as une pédagogie, tu vois, quelques maîtres mots, qui, dans toutes tes disciplines que tu enseignes, sont transversaux. Ou alors, est-ce que tu t'adaptes à chaque fois en fonction de ce que tu enseignes? Les deux, mon capitaine. Ouais. Quand j'enseigne le mime, à la fois je m'adapte au public,
selon que j'ai des comédiens à texte, des improvisateurs, les gens qui viennent à mes cours, etc. Mais sur ça, effectivement, je finis par avoir quand même une trame transversale qui reste avec un imaginaire fort, la question du regard, dans la manipulation de l'invisible, certains mots-clés, dans le travail de la comédie de l'effort, certains... Voilà. Donc bon, après, c'est pas moi j'ai pas tout inventé. Hein. Le bruitage corporel, ça c'est mon expression, c'est le fait que quand quelqu'un se met à sonoriser, ok, mais il faut le voir dans le corps. On peut tout faire avec son corps ? On peut tout faire avec son corps. Non. D'une part parce que ça dépend de l'agilité de ton corps, de la performance dont est capable ton corps. Il y a des gens qui peuvent faire des saltos, d'autres non. Enfin voilà, je veux dire déjà, ça dépend à quel corps tu arrives. Et d'autre part, après, par exemple, mimer l'existentialisme est un humanisme. C'est pas impossible, c'est du boulot quoi. Il y avait un mime, je crois, un mime israélien qui faisait un truc sur, par exemple, le virus du sida ou quelque chose comme ça. On en avait parlé à une époque, je l'avais pas vu, mais on en avait parlé. À quel moment tu es devenue formatrice ? Très vite. En plus, je suis d'une famille d'enseignants et de pédagogues, donc je pense que je suis tombée dedans. Alors, ils sont pas du tout dans le même domaine, mais en fait, je crois que peut-être peut-être 1 ou 2 ans après ma sortie de l'école Marceau, on m'a proposé de prendre en charge un atelier pour adultes, très vite des ateliers pour enfants, et puis en fait de fil en aiguille, voilà. Tu saurais dire pourquoi ? Pourquoi on m'a proposé ça ? Non, pourquoi toi tu es devenue formatrice, tu as eu envie et tu as répondu oui. Je te dis, je pense que voilà, c'est un truc que j'ai reçu un peu de façon familiale, cette fibre-là. Donc c'est assez facile pour moi, c'est-à-dire que voilà, je trouve des exercices, c'est vrai que ce rapport pédagogique-là, pour moi, il est pas prise de tête. Enfin, au contraire, c'est agréable, c'est fluide, c'est une façon de rencontrer les gens qui, pour moi, est vraiment aisée. Enfin voilà, donc ça, c'est déjà quelque chose qui aide à développer la pédagogie. J'y ai trouvé aussi moi un avantage, c'est-à-dire que c'était pas uniquement, ça nourrissait pas uniquement les autres. Moi, ça m'enrichissait parce que ça me questionnait sur ma pratique. C'est-à-dire que j'avais reçu un enseignement et qui était ce qu'il était, parce que j'avais vraiment plusieurs formateurs, c'était vraiment une grosse formation, donc voilà, on reçoit tout ça, on a la tête comme ça, le corps comme ça. Et après, de moi avoir à transmettre, je pense pour tous les formateurs, en tout cas qui s'investissent, ça fait circuler. C'est-à-dire que ça remet en question, ça... Oui, vous dites tout ça. Ouais. Voilà, ouais, mais c'est vrai. Ouais. Et ce qui fait que ça oblige à repositionner. Des fois, ça désarçonne, des fois, on est obligé d'affirmer. Et moi, ça m'a vraiment permis, presque c'est paradoxal, de m'éloigner du mime. C'est-à-dire, c'est scandaleux ce que je dis, mais de m'éloigner d'un formatage qui peut arriver quand tu fais toutes les formations, les grosses formations en école, t'es un peu marqué au fer rouge. C'est normal, c'est le propre. Je veux dire, on te prend jeune, t'as le cerveau malléable, t'as le corps malléable, et ce qui est normal, c'est comme les prépas, c'est le but du jeu. Hein. Mais après, en tant qu'artiste, faut pouvoir le questionner, ça. Alors, je l'ai questionné par d'autres pratiques, tu vois, le buto, le clown, etc. Mais l'enseignement aussi m'a permis de... Et donc, c'est un équilibre assez heureux qui est que moi, je fais pas de spectacle de mime pur, parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse artistiquement, mais je le propose très volontiers en pédagogie, parce que ça me paraît être un outil très important et un art très important pour la scène. Et voilà, donc tout ça me permet vraiment une circulation artistique aussi. Comment on s'adapte à chaque élève ? T'as plusieurs, encore une fois, pédagogie, peut-être que... C'est pas tellement de pédagogie, c'est que ça va être... je vais plutôt adapter le niveau d'exigence, la rapidité, la quantité de choses à apprendre en un temps donné. Ça va... je vais adapter mon langage aussi, je vais adapter la forme des exercices. Est-ce qu'ils vont être plus abstraits? Est-ce qu'ils vont être plus ludiques? Si par exemple c'est des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble, je vais essayer quand même de leur donner des exercices qui continuent à les faire travailler ensemble pour que la technique de mime s'inscrive dans leurs habitudes. Si c'est des gens qui travaillent tout seuls, plutôt d'essayer que ces outils-là, ils les acquièrent dans leur travail solo. Le plus difficile à s'adapter, c'est pas tant aux gens, c'est au corps. Parce que chaque corps est différent.
C'est même pas tant les pratiques qu'ils ont pu avoir, c'est-à-dire que oui, tu as des gens qui ont déjà fait du mime, tu as des gens qui ont déjà fait de la danse, évidemment ça crée une hétérogénéité. Mais c'est même les corps et leur aptitude à s'adapter à l'invisible, à la gestion de l'espace, à retenir un mouvement. Parce qu'un équilibre, ça se travaille à la rigueur. Je veux dire, tu peux faire bosser quelqu'un sur un équilibre, mais effectivement, quelqu'un qui n'a pas du tout conscience de ce que fait son corps et tout, même si son corps est très disponible, voilà, c'est ça qui demande le plus d'adaptation. C'est là où c'est aussi pour ça que je ne fais pas des séances avec 200 personnes. Parce que le cours magistral en mime, bon. Et tu aurais un souvenir justement heureux d'un de tes élèves à nous raconter? J'ai le souvenir d'une petite fille, parce que je travaille aussi avec les enfants, c'est très différent aussi. Une petite fille de maternelle, genre moyenne section de maternelle. Donc tout le monde dit le mime avec les enfants, on fait de l'éveil corporel. Oui, aussi. Mais en vrai, les danseurs qui font de l'éveil corporel, ils font du mime. Hein. Ça, c'est discret. Quand on dit on se brosse les dents, c'est du mime. Hein, mais bon. Ouais. Et j'explique un peu le mime et tout. Et la petite fille, mais donc elle devait avoir 4 ans, quoi. Elle fait si je fais comme ça, ma fenêtre, elle est cassée. Donc, comme quoi, à 4 ans, on a compris que pour faire une fenêtre, il fallait que les mains elles soient en face et pas comme ça, sinon la fenêtre elle est cassée. Voilà, donc ça, à 4 ans, ça marche. Complètement un autre souvenir avec les adultes, c'est un souvenir assez récent. C'était dans le stage que j'ai donné récemment de niveau avancé, donc des élèves que j'ai déjà eus, qui ont déjà travaillé avec moi. Et là, c'est complètement différent. Je les ai fait travailler sur le poème d'Éluard Liberté. Ouais. J'écris ton nom. Et ils avaient un temps assez limité, très peu de temps, pour choisir quelques strophes du poème et chacun, sur une strophe, mettre en scène tout le reste du groupe. Et après, on a enchaîné. Donc c'était un boulot énorme. Imaginer une mise en scène, guider les autres, mémoriser ce que l'autre te demande de faire, enchaîner, faire les entrées, les sorties. Donc c'était un mini spectacle, mais ils ont eu même pas 1 heure pour faire ça. Et c'était hyper impressionnant. Enfin, c'était hyper émouvant en fait, parce que là, tu n'avais pas que la technique de mime tout seul devant son miroir. Tu avais toi, comment tu transmets à l'autre, comment les autres intègrent, comment on s'intègre à un groupe, comment on retient, Et c'était un sacré boulot et j'étais vachement fière de... Est-ce que tu aurais des recommandations de livres, de professeurs ou même d'art qui peuvent faire progresser? Il y a la danse, toutes les danses. Pas que classique, pas que moderne, parce que ça rend le corps plus disponible. Les arts martiaux, ça peut aider aussi. Les disciplines artistiques amies, le masque, l'improvisation, tout ce qui va solliciter le corps vont vraiment être des alliés. En mime, c'est assez compliqué parce que l'école Marceau a fermé il y a un peu plus de 10 ans, il y a 11 ans je crois, maintenant 11 ou 12 ans. Ce qui fait que la technique Marceau est sporadiquement transmise. Ce qui fait que quand je recommande une école, moi actuellement, je recommande l'école d'Ivan Batchoki, qui là est axée sur la technique de crew. Donc ce ne sera pas de la technique Marceau, qu'on se le dise, selon ce qu'on cherche. Par contre, moi j'ai eu Ivan Batchoki comme formateur, comme prof. J'aime énormément sa pédagogie et la personne. Donc j'ai envoyé beaucoup de gens là-bas qui sont devenus mimes. Donc voilà. Après, en livre, il y a Parole sur le mime, qui est là, c'est des textes d'Étienne Decroux. C'est spécial, non, moi j'aime beaucoup. C'est pas un bouquin pédagogique avec chapitre 1, le contrepoids. Non. Mais c'est rigolo, ça donne bien l'idée du personnage. Sinon, quand même, se renseigner sur. Lire par exemple Le voyage poétique de Lecoq, c'est ça, je crois, le titre. C'est intéressant quand même, parce que c'était des frères ennemis. Les mimes sont beaucoup des frères ennemis, enfin ça passe, mais. Et c'est intéressant sur l'acteur corporel, c'est très complémentaire en fait. Donc ça permet d'avoir un peu un panorama. Quelle est ta vision du mime en France? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui devrait être plus enseigné jeune? Alors là, je vais faire une réponse hyper personnelle. Comme on dit, nul n'est prophète en son pays. Donc Marcel Marceau a fait rayonner le mime dans le monde entier, en France aussi, mais quelque part, c'est pas là que ça s'est développé. C'est pas là qu'il a permis que la figure du mime qu'incarnait Marceau a permis un développement du mime davantage dans d'autres pays européens ou aux États-Unis. Donc ça, c'est une première chose. Ce qui fait que toutes les années, je lui en veux pas du tout, mais toutes les années où Marcel Marceau parcourait le monde en incarnant, mais j'utilise bien le mot de incarner, le mime,
quelque part, à la fois il le faisait rayonner et en même temps il l'a enfermé dans sa seule personne, dans sa seule façon de faire, dans sa seule technique, voilà, qui était très, très bien accueillie pour l'époque, mais qui n'a pas permis autre chose. Et pendant la même période, en France, la danse a connu un essor artistique, mais a connu un essor aussi intellectuel, universitaire, c'est-à-dire que la danse est rentrée à l'université, on s'est mis à penser à la danse, à écrire sur la danse, et un essor populaire et pédagogique. On s'est mis à donner des cours de danse aux enfants. Voilà, donc la danse a envahi mais tant mieux pour elle, a envahi quelque part un vide laissé, tout ce terrain laissé, voilà, le terrain du corps en scène. Et ce qui fait que quand tu arrives avec le mime sur la scène contemporaine, et tu te rends compte que y a plus de place. Parce que soit tu parles et t'es comédien, soit tu bouges et t'es danseur, mais l'idée de bouger avec, de jouer avec un corps, voilà. Si tu dis je suis mime, paf, on voit Marceau et on te dégage. C'est-à-dire que pendant une époque encore récente, tu mettais mime pour demander des subventions à la DRAC, t'étais rayé parce qu'on se disait il va faire la statue sur le Pont des Arts. Je caricature. Alors l'école Marceau a fermé pour des raisons extrêmement diverses, mais qui étaient aussi très très représentatif de la crise du mime, à mes yeux, c'est toujours... Ouais. Marcel Marceau est mort. Donc ça, quand les maîtres meurent, ça a aussi au bout d'un moment un effet, c'est-à-dire au bout d'un moment, ils meurent, etc. Et les choses peuvent enfin bouger aussi. Et voilà, depuis, il y a un collectif des arts du mime et du geste qui se sont mis en place, une petite commission ministérielle et tout. Donc les choses bougent lentement, voilà, en se disant, qu'est-ce qu'on fait de cet art, quoi. Parce qu'on ne peut pas complètement le rayer de la carte. D'autant plus que si on regarde les spectacles à l'heure actuelle, il y en a partout du mime. Il y en a partout. Les circassiens font du mime, les marionnettistes font du mime, les danseurs font du mime, les acteurs font du mime. C'est juste qu'on n'appelle plus ça du mime. On appelle ça avec plein de trucs du genre, oui, c'est du théâtre corporel, c'est plein de mots super jolis, mais comme si le mot mime c'était une insulte, quoi. Non, mime c'est pas juste ça. Oui, je le fais, mais moi par exemple, je considère que effectivement tu vois, tu me posais ma question de mon style de jeu. Ouais, moi, quand je joue mon solo avec 20 pages de texte, je suis aussi mime, quoi. Pour moi, le mime, j'espère qu'il va sortir de son ornière, quoi, parce que des luttes intestines, de l'enfermement dans la caricature, et que, voilà, effectivement, quand on fait faire souvent beaucoup d'éveil corporel aux enfants, on dit que c'est de la danse et c'est du mime. Je sais bien que c'est de la querelle de chapelle et qu'on s'en fout. Mais non, en fait, en France, on ne peut pas s'en foutre parce qu'en France, il y a des cases. Et que si tu veux une subvention, il faut rentrer dans la case. Si tu veux, à l'université, moi, j'ai fait Paris 8 danse. Et je disais, mais il y a aussi les mimes. Et les gens me regardaient avec des yeux comme des soucoupes. Mais ouais, mais on est où? Je ne vais pas dire qu'elle m'aide au quotidien, mais elle a été fondamentale pour moi, elle a été vitale. C'est plus important que des deux quotidiens, en tout cas ça le rejoint. Ça a été pour moi une découverte du corps, vraiment dans un sens existentiel, quoi. Ouais. C'est-à-dire, déjà, monter sur un plateau, c'est un corps qui monte sur le plateau, avant même d'ouvrir la bouche. Donc... voilà, c'est évident et pourtant ça l'est pas pour tout le monde. Et dans beaucoup de formations, ça l'est pas. C'est un corps qui... Le public, il voit d'abord arriver un corps. L'acteur, avant d'ouvrir la parole, il inspire de l'air dans un corps. La respiration, c'est dans un corps. Une voix, ça s'incarne. Voilà. Donc ça a été très important pour moi artistiquement, pour moi aussi personnellement, ça c'est une autre histoire. Mais donc, voilà, ça vraiment... L'émergence pour moi du corps, de ce fondamental. Et ensuite, le mime, c'est venu autoriser un imaginaire aussi. Quand tu fais quelque chose en mime avec l'invisible, toi, tu dois savoir très précisément ce que tu représentes. Le public en face, des fois, il ne voit pas exactement la même chose, tu vois. Ouais. Peut-être moi, j'ai bu un thé à l'amande, peut-être il a vu un café serré, ok. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vient... tu vois, moi, j'ai mon imaginaire comme si derrière moi, j'avais tout un monde, toute une vie, toutes des représentations et tout. Et chaque spectateur, il vient avec son monde. Et ce qui est génial, c'est quand ça vient faire écho. Que moi, j'envoie quelque chose ici et que ça vient faire écho dans chaque coulisse de chacun. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose
de précieux pour moi au quotidien en tant qu'artiste. Et donc aussi, voilà, en tant qu'individu, en tant que femme, parce que ça en dit long aussi sur chacun, pas que sur scène. Et toi, qu'est-ce que tu cherches quand tu es sur scène? Quand j'ai réussi à me replacer, parce que c'est la difficulté, c'est de refaire, hein, parce que quand on trouve en impro, c'est une chose, quand il faut refaire, c'en est une autre. Quand j'arrive à me replacer, à me remettre dans des traces qui ont été trouvées avant, mais vraiment, pas uniquement formellement, pas uniquement de me remettre au même endroit et de faire le même geste et la même tête, d'arriver à me replacer aussi dans... Alors, il faut que je fasse attention aux mots que j'utilise. Je dirais dans un état, voilà, c'est les mots que j'utilise actuellement, un état de corps et un état d'âme, c'est lié, hein, c'est-à-dire vraiment, voilà, cette espèce de... Alors, il y en a qui vont appeler ça la transe, le duende, le sensible, enfin, il y a plein de mots, mais où moi, il se passe quelque chose pour moi, c'est-à-dire que je suis émue et... Parce que j'ai travaillé auparavant à ce que ça puisse prendre forme et passer au public, où cette émotion, elle passe aussi au public. Voilà, par exemple, j'ai actuellement dans le spectacle que je travaille à Angers, là, Une femme à la mer, j'ai un moment uniquement corporel où je suis sur un escabeau et où je fais l'amour. Mais c'est symbolique, enfin, c'est fait totalement de façon symbolique. Et c'est un moment où, pour moi, vraiment, il y a un moment de concentration de corps, de sens, etc., d'imaginaire, où tout est convoqué pour que je sois immergée. Et en même temps, ça a été travaillé, voilà, corporellement, au niveau du temps, etc. Et tout ça fait que le public en face, j'ai pas une personne qui m'ait fait une remarque négative sur cette scène. C'est ça. Ouais. J'ai que les gens me font, mais ça aurait pu être vulgaire, ça aurait pu. Non, c'est beau. Voilà. Par exemple, quand les gens vont te dire c'est beau, c'est pas forcément esthétique, mais le mot c'est beau, c'est au-delà même de l'esthétique. C'est que c'est passé un truc. Tu peux avoir quelque chose, c'est beau, parce que. Voilà, après là, forcément, ça n'engage que moi, c'est des mots très subjectifs, oui, mais c'est voilà. Pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui sur scène? Sur scène, alors, ce spectacle-là, voilà, il tourne actuellement dans le pays d'Angers. Ouais. Donc on joue en mai, le 13 mai à Bushman. Ouais. On va jouer aussi en septembre au Théâtre de l'Œuvre, je sais plus où c'est. Moi, je pourrais donner les infos. C'est très bien. Non, vraiment, c'est pas que pour moi que je dis ça. Ouais. À Paris, je joue dans un spectacle de marionnettes pour enfants. Alors, on a beaucoup joué en tout public cette année, mais on ne rejouera pas l'année prochaine. Donc là, j'ai pas de date où dire on peut venir me voir. On a pu venir, mais voilà. Comme ça, c'est ce qui me vient. Mais voilà. Ok, bon, de toute façon, on mettra tout ça en lien. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir reçus, Cécile, de nous avoir partagé tout ça. Et puis, à bientôt. Thank you.